À Rome, non loin de la basilique Saint-Pierre, sur la place des musées du Vatican, se dresse une œuvre du sculpteur italien Arnoldo Pomodoro. Cette sphère éclatée, au sein de laquelle apparaît une autre sphère plus petite, offre de notre monde une vision qui suscite diverses interprétations. Parmi ces interprétations, il y a celle-ci, ancienne et méconnue, qui relève des géosciences. Notre planète serait en train de grandir. C'était le 11 août 1999. Au début de l'après-midi, le ciel s'est obscurci dans les Alpes orientales. Une éclipse totale, observable en Europe, balaye les Alpes orientales. Au cœur du noyau d'ombre de l'éclipse, on trouve le monastère de Kremmünster, en Autriche. Dans la tour de son ancien observatoire est suspendu un pendule de 53 mètres de long. C'est avec un tel pendule qu'en 1850, le physicien Léon Foucault avait mis en évidence la rotation de la Terre. Or, au matin du 11 août 1999, on coupe la corde du pendule. Ce jour-là, une vidéo enregistre le mouvement du pendule. On constate qu'au début, tout se passe comme d'habitude. Le pendule se déplace de 11 degrés par heure dans le sens des aiguilles d'une montre. Mais au bout de 6 heures, après le passage de l'éclipse, l'amplitude du mouvement augmente. Sous le pendule, la Terre aurait-elle tourné plus vite que d'habitude? Le faisceau d'ombre s'est déplacé. Il a gagné la Turquie, où les séismographes enregistrent localement quelques secousses telluriques. Et quelques jours plus tard, le pays est ébranlé par de graves séismes qui font 20 000 morts. L'éclipse de soleil y serait-elle pour quelque chose? 7 ans après, en mars 2006, une nouvelle éclipse de soleil doit balayer la Turquie. De crainte que ne se répète la catastrophe de 1999, beaucoup s'installent sous des tentes. Un scientifique turc ayant émis l'hypothèse d'un rapport de causalité entre éclipse et séisme est accusé d'alarmisme. Ne s'agit-il que d'une superstition? Et quel lien cela aurait-il avec l'expansion du globe terrestre? L'histoire de l'expansion du globe terrestre est vieille comme le monde. Durant des millénaires, les hommes ont mesuré le temps en se référant à la rotation de la Terre, avec des cadrans solaires par exemple. L'intervalle de temps qui s'écoule entre deux passages du Soleil en son zénith s'appelle jour solaire. La rotation de la Terre étant irrégulière, on mesure aujourd'hui le temps avec des horloges atomiques. Elles sont capables de prendre en compte les fluctuations de la rotation terrestre dans le calcul du temps universel. En France, cette mesure incombe au Laboratoire national de métrologie de l'Observatoire de Paris. La seconde est l'unité de mesure de notre système temporel actuel depuis 1900 environ. Elle se calcule en fonction de la durée de la rotation terrestre, qui elle-même varie dans le temps. D'une part, à cause des marées, qui entraînent un ralentissement de la rotation, d'autre part, à cause des modifications dans la répartition des masses sur et dans la Terre. C'est là que se faufile la seconde additionnelle. Au cours des 30 dernières années, il a fallu ajouter un saut de seconde en moyenne tous les 18 mois. Cet ajustement d'une seconde tous les 18 mois représente environ 0,7 secondes sur une année. Quelle incidence cela a-t-il? Cet ancien mouvement d'automate doué de 5 rouages n'est même pas capable de mesurer une durée de 0,7 secondes. Pourtant, en les cumulant, on obtient des résultats étonnants. Des chercheurs ont mis en évidence qu'il y a 900 millions d'années, une journée ne durait que 18 heures. Le professeur Konstantin Mail, physicien,
a étudié de près le ralentissement de la rotation terrestre. Et il ne s'intéresse pas seulement au mouvement d'horloge, mais à tout ce qui tourne. Au patinage artistique, par exemple. Au siècle dernier, déjà, les sportifs appliquaient un principe de physique. En faisant sa pirouette, la patineuse ramène ses bras près du corps, déplaçant ainsi sa masse corporelle vers l'axe de rotation et prend de la vitesse. Elle se sert du mouvement cinétique. Pour ralentir, il lui suffit de rouvrir les bras. Ce principe s'applique aussi à la rotation de la Terre. D'après la loi de la conservation du moment cinétique, un ralentissement correspond à un gain de masse, donc à une croissance de la Terre. Pour parler en chiffres, un ralentissement de 0,7 secondes par an équivaudrait à un accroissement de la circonférence de la Terre d'exactement 19 cm par an. Ça fait maintenant 50 ans que l'humanité peut contempler sa planète natale depuis l'espace. 50 années, ce n'est pas grand-chose à l'échelle de l'histoire terrestre, qui en compte 4 milliards. Mais la navigation spatiale permet de procéder à toutes sortes de mesures de notre planète. De nombreuses données ont permis à la NASA, l'agence spatiale américaine, d'établir une carte géophysique du monde. Il s'agit d'une mise à plat de la Terre. Dans l'océan Pacifique, l'écorce terrestre s'ouvre d'une quinzaine de centimètres par an. Dans l'Atlantique, de 3 à 4 centimètres. La Terre se déchire et de ces déchirures jaillissent des fumées volcaniques. Serait-il vrai que notre planète grandit? Le géophysicien Paul Lohmann est à l'origine de la carte de la NASA. Ce partisan de la doctrine actuelle de la tectonique des plaques pense que la Terre a des mensurations stables. Lohmann explique cette théorie à partir de la dorsale de Nazca dans le Pacifique Sud. En se déplaçant vers l'est, c'est-à-dire vers la droite, la dorsale de Nazca rencontre le fossé du Pérou, qui est une zone de subduction. Elle se glisse alors sous l'Amérique du Sud sur une longueur de 4 à 500 km. La subduction, c'est-à-dire le glissement, aurait lieu dans ces profondeurs. Du fait de la dérive, les plaques tectoniques s'écartent l'une de l'autre. Elles entrent en collision avec d'autres plaques, ce qui donne lieu à des tremblements de terre. Le plancher océanique se glisse sous la croûte continentale, il plonge dans le manteau supérieur et il fond dans le magma. Mais peut-on le prouver? On ne peut pas prouver ce qui se passe à 500 km de profondeur. Mais les tremblements de terre sont nombreux par ici et puissants. Les séismologues peuvent dire quelle faille ou quelle zone de subduction se déplace, dans quelle direction et à quelle vitesse. Les partisans de l'expansion terrestre s'opposent aux partisans de la tectonique des plaques. Cependant, les deux partis s'appuient sur Alfred Wegener. Ces images ont été tournées lors de la dernière expédition de cet explorateur polaire qui mourut dans les glaces du Groenland en 1930. Ce n'est que 30 ans après sa mort que sa conception de la dérive des continents, longtemps tournée en ridicule, a fini par être intégrée à la théorie de la tectonique des plaques. Les côtes sud-américaines et africaines s'emboîtant parfaitement, Wegener en déduit que les continents actuels ont dû former jadis un seul continent, qui se serait ensuite morcelé. Il reconstitue ainsi ce qu'il appelle la Pangrée, un supercontinent unique, sorte de très grande île entourée d'un seul océan. Un certain Otto Christoph Hilgenberg a enrichi cette théorie. Alfred Wegener vivait encore. La fille de Hilgenberg nous reçoit dans sa maison berlinoise et nous montre les paléoglobes de son père. Ils datent de 1933. Tous les continents y sont réunis sur une terre bien plus petite, une terre comme on n'en a jamais vu. Ces globes illustrent l'expansion de la Terre. La thèse publiée par Hilgenberg s'intitule justement « Le globe terrestre en expansion ». Nous sommes dans la cour intérieure de l'Université technique de Berlin.
Les globes de Hilgenberg ont été exposés ici 2 années durant, à l'initiative de l'ingénieur des mines Karl-Heinz Jakob. Mais des difficultés vont surgir et les globes seront retirés. Nous n'avons pas été autorisés à interviewer le professeur Jakob dans l'enceinte de l'université. Dans les milieux scientifiques, plus personne ne veut entendre parler de l'expansion terrestre. Les géologues et les groupes de recherche se sont tournés vers d'autres sujets. Et le seul fait d'évoquer l'expansion terrestre suscite une vive réprobation. Il n'en a pas toujours été ainsi. En 1965, Heinz Haber, célèbre animateur d'émissions scientifiques à la télévision allemande, avait consacré toute une émission à l'expansion terrestre. Pour la première fois, on voyait un professeur gonfler un globe terrestre. Vous pouvez voir maintenant se séparer les 2 continents et apparaître l'océan Atlantique avec sa forme en S très caractéristique. La thèse de l'expansion soutient qu'il y a quelques centaines de millions d'années, la Terre était à peu près moitié moins grande qu'aujourd'hui. L'argument principal, les continents imbriqués les uns dans les autres fermaient presque complètement l'écorce terrestre. Toujours selon cette théorie, la Terre aurait ensuite considérablement grossi. Plus d'1 millier d'articles scientifiques ont déjà été publiés sur le sujet. Ils sont énumérés dans un ouvrage coédité par le professeur Jakob. Depuis 45 ans, ce géologue étudie les filons et les gisements de minerais. Cette faille s'est ouverte dans le granit il y a bien longtemps. Depuis, des couches de minerais se sont déposées sur les parois, formant de la fluorine, laquelle a été extraite et exploitée. Ce n'est qu'à l'intérieur d'une mine comme celle-ci, dans ce puits désaffecté du Palatinat, que l'on se rend compte de la taille colossale de ce genre de gisement. Le professeur Jakob est convaincu que cette faille ne s'est pas formée brusquement à la suite d'un tremblement de terre, mais qu'elle s'est au contraire ouverte lentement. Le filon de fluorine affleure encore par endroits entre les parois granitiques. On est en présence de structures minérales à bandes, desquelles surgissent çà et là des morceaux de granit. Les géologues ignorent pourquoi ces morceaux granitiques flottent dans la fluorine et pourquoi ils ne sont pas tombés au fond de la faille. D'après le professeur Jakob, c'est l'expansion terrestre qui l'explique le mieux. Partons du principe que cette faille s'est créée par nécessité, parce qu'un autre matériau avait besoin de place. Or, ce matériau n'a pas surgi d'en bas, comme on le pense communément. Il n'a pas émergé tel un flux. Selon toute vraisemblance, il s'est infiltré latéralement dans la roche encaissante, tandis que la faille s'ouvrait lentement. C'est Hilgenberg qui, le premier, a élaboré cette hypothèse avec sa théorie de l'expansion. Et il a également laissé des croquis expliquant comment la modification de la courbe terrestre a produit des rides. Sur le chemin du retour, le professeur Jakob assiste à une conférence à Werdau, en Saxe. Klaus Vogel y présente ses globes qui mettent l'expansion terrestre clairement en évidence. Ça fait 30 ans que cet ingénieur des travaux publics s'intéresse à l'expansion de la Terre. À partir des globes de Hilgenberg, Vogel a repositionné les continents à la surface de la Terre. Sont alors apparus des globes uniques au monde. Et voici le chef-d'œuvre de Vogel, la Terre dans la Terre. La position des continents les uns par rapport aux autres reste constante. Ils ne se heurtent pas les uns aux autres. Leurs contours ne se sont pas sensiblement modifiés. Ils se sont juste détachés selon un mouvement rayonnant, une radiale. Dans son atelier, Vogel procède à de nombreuses expériences tendant à simuler l'expansion de la Terre. Ici, des segments de globes décalqués sont collés sur un ballon en caoutchouc.
J'ai collé les continents en double parce que la croûte continentale est nettement plus épaisse que le plancher marin. On est ainsi plus proche des conditions naturelles. Ce que je veux montrer, c'est que lors du processus d'expansion, la croûte se déchire en son point le plus faible, c'est-à-dire là où se forment les océans. Vogel gonfle alors le ballon à l'aide d'un compresseur. Les continents, ici l'Australie et l'Antarctique, s'éloignent les uns des autres. L'Australie est ici et la Californie est là. Entre ces deux zones s'est ouvert le Pacifique, notre plus ancien océan. Quand on regarde les fonds marins, l'image est étonnante. On voit surgir des montagnes. Le plancher océanique se déchire. Dans les failles, des gaz et de la lave brûlants sont propulsés vers le haut, donnant ainsi naissance à des montagnes. Ces phénomènes semblent attester une expansion de la Terre. Et comment expliquer la présence de montagnes à la surface de la Terre? D'après la théorie actuelle de la tectonique des plaques, les montagnes surgissent lors de la collision de deux plaques de croûte, en ce cas de deux plaques continentales. En se heurtant, elles provoquent des plissements de la roche vers le haut. C'est ainsi que, depuis bien des millions d'années, l'Himalaya continuerait à se former. Mais il y a longtemps que les partisans de l'expansion terrestre ont une autre explication. Je peux vous démontrer cela très simplement avec mon poing. Admettons que ce soit la Terre. Quand je ferme le poing, la peau est lisse. Quand la Terre s'accroît, cela correspond à l'ouverture du poing. La courbe de ma main s'aplatit un peu. Vous pouvez voir qu'ici se forment des plis de peau, un peu comme des montagnes. Hilgenberg dessinait déjà ce genre de fronce il y a 75 ans. Et le professeur Jacob a continué d'élaborer le principe au fil de longues années d'expérience. Il remplit par exemple un bocal avec du sable fin. En haut et en bas, il plante des électrodes métalliques. Jacob humidifie alors le sable, puis il ferme le bocal et relie les électrodes à une pile de 1,5 V. Un appareil photo et une caméra enregistrent ce qui se passe dans le bocal au cours des semaines suivantes. En accéléré, cela donne les images suivantes. Il se forme tout d'abord une couche de sel ferrique. Puis, la précipitation des minéraux donne naissance à des structures à bandes. Les processus électrochimiques qui s'opèrent ici étaient jusqu'alors pratiquement inconnus. Les expériences de Jacob pourraient se révéler capitales pour la recherche en géologie. On peut comparer ce processus au mécanisme de la genèse structurelle induite par l'auto-organisation. Même si les intensités de champ activées par cette pile de lampes de poche sont évidemment plus faibles que celles que l'on peut mesurer dans la nature. Pourtant, à l'intérieur du bocal, et en contradiction avec la force de gravité, se forment des plis et même des montagnes. Dans la nature, celles-ci ont été mises à nu par l'érosion. Le professeur Jacob est convaincu que les forces mécaniques de la tectonique ne sont pas seules responsables de la formation des montagnes. Certains mécanismes de génération structurelle de nature électrique y sont aussi pour quelque chose. Cela vaut également pour de grandes chaînes de montagnes comme les Alpes ou l'Himalaya. La théorie de l'expansion terrestre propose une bien meilleure interprétation à la formation des montagnes, notamment des montagnes de plissement, que n'importe quelle autre théorie géologique. Admettons que la Terre grandisse. Mais quelle est la cause de cette expansion? Les explications ne manquent pas. Ce pourrait être la chaleur interne de la Terre qui la gonfle, comme un ballon. Hilgenberg a supposé que c'était l'apport d'éther cosmique qui faisait croître la Terre. On a longtemps pensé que l'éther était un vecteur de la lumière. Paul Dirac, prix Nobel de physique, a lui supposé que la gravitation diminuait au fur et à mesure que l'univers s'étendait.
Si cette force de pesanteur diminue très progressivement, la pression qui permet aux composants de la Terre de tenir ensemble se modifie également. On peut ainsi dire que la Terre se décharge très lentement. Et c'est dans cette mesure qu'elle grandit. Si la gravitation diminue, la pesanteur a dû être nettement plus forte il y a des millions d'années. Mais en ce temps-là, de gigantesques dinosaures vivaient sur Terre. Pour le directeur du musée Senckenberg à Francfort-sur-le-Main, c'est illogique. Si la pesanteur était vraiment plus importante au temps des dinosaures, alors nous allons avoir bien du mal à justifier leur taille. Il serait logique qu'ils aient été petits et trapus. En tant que paléontologue, je suis d'avis que tout cela a plutôt à voir avec leur structure. C'est bien simple, les dinosaures n'étant pas bâtis comme des mammifères, rien ne les empêchait de grandir. Il paraît que les plus gros dinosaures pesaient jusqu'à 100 tonnes. On ne sait pas pourquoi ils ont grandi à ce point-là. Il existe plusieurs explications, dont une soutenue par les professeurs Mayel et Jacob. Les deux savants se rencontrent à Francfort sous l'effigie grandeur nature d'un Tyrannosaurus rex. Regardez-moi ça. On essaie très sérieusement de comprendre comment ces sauriens terrestres ont pu vivre malgré leur poids colossal. En fait, les dinosaures auraient dû être écrasés par leur propre poids. Leur squelette ne pouvait pas porter 80 tonnes. La taille de ces sauriens s'explique très facilement si l'on admet qu'à leur époque, la pesanteur était nettement inférieure à celle d'aujourd'hui. Je pense que l'attraction terrestre a dû augmenter. Pour moi, c'est très clair. La seule explication, c'est que la masse de la Terre s'est accrue. Et si la masse terrestre augmente, c'est que notre planète se nourrit, d'une façon ou d'une autre. La seule source possible serait le cosmos. Or, Albert Einstein a réfuté l'utilité de l'éther. L'éther cosmique ne peut donc pas être à l'origine de cette augmentation de la matière. C'est alors qu'on a découvert une nouvelle particule élémentaire engendrée par des réactions nucléaires dans les étoiles, donc aussi dans notre Soleil, le neutrino. Comme les neutrinos ont une charge quasi nulle et une masse insignifiante, ils parviennent à traverser la Terre sans interaction notable. Ainsi, chaque seconde, 60 milliards de neutrinos issus du Soleil traversent une surface de la taille d'un ongle. Pourtant, ces particules, quoique d'interaction faible, ne seraient pas dénuées d'énergie. Le problème de l'expansion terrestre, c'est qu'on ne dispose pas de modèle physique valable pour expliquer cette croissance de la Terre. Personnellement, je table sur l'énergie du neutrino. C'est-à-dire que le rayonnement du neutrino en provenance de l'univers et du Soleil est absorbé et matérialisé par le noyau terrestre. Pour une grande partie de la communauté scientifique, l'hypothèse du professeur Myle sonne comme une hérésie. Il faut dire que si elle était avérée, non seulement elle justifierait l'expansion de la Terre, mais en plus, elle bouleverserait notre modèle universel de la physique. Myle continue néanmoins à enrichir la thèse qu'il a publiée en 1990 sur le champ électromagnétique, en cherchant comment mesurer mathématiquement les caractéristiques physiques des neutrinos. Les physiciens officiels ne reconnaissent pas les travaux de Myle. Pourtant, leur propre théorie soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Dans les années 80, dans la région des Abruzzes, à environ 1 heure de Rome, on s'est lancé dans l'un des projets les plus ambitieux de la physique moderne. Dans le massif montagneux du Gran Sasso, à 1400 mètres de profondeur, on a creusé 3 galeries. 3 gigantesques laboratoires expérimentaux destinés à l'étude des neutrinos ont été construits au cœur de la montagne, à l'abri de tout rayonnement cosmique et atmosphérique. Dans les années 90, l'expérience Galex, dont on voit ici une illustration, vient définitivement prouver l'existence des neutrinos. Les chercheurs s'empressent d'en calculer le nombre. On s'aperçoit alors qu'ils sont moitié moins nombreux que prévu. Les physiciens des particules, avec leurs gigantesques détecteurs de neutrinos, doivent affronter un problème. À quoi tient le déficit en neutrinos ?
Jusqu'à présent, les expériences ne mettaient en évidence qu'un seul genre de neutrinos, à partir duquel on mesurait le déficit. Nous savons aujourd'hui qu'il existe 3 genres de neutrinos et qu'ils se transforment continuellement, passant d'une forme à l'autre. Cette découverte explique la question du déficit en neutrinos. Mais on ne va pas en rester là, avec l'expérience Opera lancée au courant de l'année 2006. L'accélérateur de particules atomiques du CERN, à Genève, va procéder au lancement contrôlé de neutrinos à travers l'écorce terrestre jusqu'au Grand Sasso. Ces détecteurs devraient, au cours des 5 prochaines années, apporter la preuve que les neutrinos peuvent effectivement passer d'un genre à un autre. Le premier chercheur à avoir décrit le rayonnement des neutrinos et, d'après ses propres dires, à l'avoir utilisé, était le Serbe Nikola Tesla. En 1884, Tesla émigre aux États-Unis. Il y devient le rival d'Edison, qui travaille sur le courant continu, tandis que Tesla se consacre aux courants alternatifs et rotatoires, lesquels finiront par s'imposer. Bien que Tesla soit détenteur de plus de 700 brevets et que la Cour suprême des États-Unis le considère comme l'inventeur de la technique radiophonique, rares sont ceux qui connaissent son travail. À Zurich, néanmoins, le 150e anniversaire de sa naissance est l'occasion d'une manifestation spéciale organisée à la célèbre école polytechnique fédérale. Invité par la Tesla Society de Suisse, le professeur Mile y tient un discours dans lequel il cite un article quasiment oublié du New York Times daté du 6 février 1932. Nikola Tesla y décrivait un rayonnement venu du Soleil, composé de particules infiniment petites et qui traverse une matière faisant des milliers de kilomètres d'épaisseur. Au stade actuel de nos connaissances, seul le rayonnement des neutrinos réunit toutes ces qualités. Tesla prétendait même que ce rayonnement allait plus vite que la lumière. C'est sans doute pour cela qu'Einstein et lui ne se sont jamais entendus. Tesla construisit de grandes antennes rondes dans le Colorado et à Long Island. Il voulait ainsi développer la radiophonie à l'échelle planétaire, mais aussi transmettre l'énergie sans fil. En 1898, au Madison Square Garden, Tesla démontra à la marine américaine comment télécommander un navire grâce à des ondes radio générant une énergie motrice. À l'aide d'un tube fluorescent, le professeur Mile démontre que l'on peut capter de l'énergie dans l'espace. Mais en l'occurrence, de quelles ondes s'agit-il ? Les ondes électromagnétiques sont des ondes transversales, comparables à celles observées quand on jette une pierre dans l'eau. Mais il y en a aussi une autre, l'onde longitudinale ou onde de choc. Celle que produit par exemple ce pistolet à pression, générant des tourbillons de fumée qui s'envolent les uns après les autres. Le son est lui aussi une onde de choc, et c'est précisément celle-ci qui est mise en œuvre ici. Le professeur Mile l'appelle aussi onde Tesla, car il a repris et poursuivi les recherches de Nikola Tesla. Son canot d'essai est simplement muni d'un moteur électrique et d'une antenne de bord, dite antenne de Tesla. Le canot fonctionne ici sans pile et sans aucun câble. Nous constatons qu'une lampe peut s'allumer alors que justement il n'y a pas la moindre source d'énergie à bord. Cela s'explique par la présence d'un circuit oscillant, doté d'un condensateur en circuit ouvert. Ce dernier permet à n'importe quel champ d'être irradié de l'extérieur. Il permet aussi à l'énergie de s'en extraire. Nikola Tesla a étudié de plus près ce phénomène et il a constaté que l'énergie pouvait traverser la Terre. Et comme seule l'énergie des neutrinos possède ce pouvoir de pénétration, nous pouvons établir qu'il s'agit de l'énergie de neutrinos. De l'énergie de neutrinos venue de l'espace. En explosant, les supernovae produisent d'importantes pluies de neutrinos. Au centre de bien des galaxies, les trous noirs en seraient également une source importante.
l'univers est incontestablement un océan de neutrinos. Un océan dans lequel flotte également notre Terre. Le professeur Mile part du principe que des processus de désintégration atomique se produisent dans le noyau terrestre et que les neutrinos jouent un rôle important dans ce processus. D'après sa théorie, les neutrinos dégagent une force de freinage et se matérialisent en corpuscules de masse. Ce dégagement d'énergie serait particulièrement intensif lors des éclipses de Soleil. Positionnée devant le Soleil, la Lune fonctionnerait alors comme un verre ardent ou une lentille. Les neutrinos, alors placés en faisceau, provoqueraient une modification de leur rotation terrestre. On a constaté un changement d'allure de ce genre lors de l'éclipse de 1999. On comprend maintenant en quoi l'expérience observée en début d'émission, celle du long pendule de l'observatoire de Kremmünster en Autriche, était significative. Normalement, le plan de polarisation, créé par la rotation terrestre, tourne lentement et régulièrement sous le pendule. Mais 6 heures après le début de l'éclipse de Soleil, le pendule, dont l'oscillation allait en s'amenuisant, s'était écarté de 10 degrés par rapport à son amplitude attendue. L'accélération de la rotation terrestre pourrait expliquer ce phénomène. Une observation sensationnelle, mais qu'on allait bientôt réfuter. Motif, le pendule de Kremmünster serait imprécis. Mais une nouvelle génération de pendules de précision est désormais en service. Appelés pendules paraconiques, ils peuvent, puisqu'ils disposent d'un roulement à billes, osciller dans toutes les directions. Des détecteurs à laser mesurent l'angle d'oscillation. Les dernières mesures de l'Institut de recherche sur la gravitation ont révélé une modification abrupte de cet angle lors de l'éclipse de Soleil de septembre 2006. Mais la cause de modification continue de diviser les chercheurs. Ces expériences menées avec les pendules peuvent confirmer l'accélération de la rotation terrestre durant l'éclipse de Soleil de 1999. Mais le professeur Mile nous fournit un indice supplémentaire. La seconde additionnelle, celle qu'il faut intercaler pour adapter le temps. Depuis 1972, et presque chaque année, il a fallu rajouter 1 seconde pour rétablir l'équilibre. Or, entre 1999 et 2005, le saut de seconde a été inutile, parce que, durant cette période, la Terre a tourné nettement plus vite. Il est possible que cette accélération ait été provoquée par l'éclipse de Soleil de 1999. Rappelez-vous, 5 jours après cette éclipse, de graves séismes ont eu lieu en Turquie, où s'était portée l'ombre pure, faisant 20 000 morts. Lors de ces interventions en public, Mile prétend que ces tremblements de terre et d'autres pourraient avoir été déclenchés par l'éclipse de Soleil. Le professeur Mile prétend que si le rayonnement de neutrinos mis en faisceau par la Lune touche le noyau terrestre de façon tangentielle, le noyau est alors soumis à une dynamique unilatérale qui le pousse vers l'écorce terrestre. Cette déviation du noyau est représentée ici de façon exagérée, pour en faciliter la compréhension. Cette traction unilatérale génère une onde de pression qui se transmet ensuite à la surface de la Terre via le magma en fusion. En mars 2006, a lieu une nouvelle éclipse de Soleil, visible partiellement en Europe centrale. Au parc technologique de Villingen-Schwenningen, dans la Forêt-Noire, le professeur Mile et le directeur du parc ont suspendu un pendule. Il servira au professeur à faire une démonstration lors de la conférence publique qu'il va donner le même jour. Nous sommes le 29 mars 2006. Peu avant le début de l'éclipse, le professeur avance un pronostic hasardeux. Le directeur du parc et une horloge radio sont ses témoins. Je m'attends à un éventuel tremblement de terre de magnitude moyenne, non pas au moment où le noyau d'ombre survolera la Turquie, mais plusieurs jours plus tard. Or, en Turquie et dans l'est du bassin méditerranéen, l'éclipse de Soleil est totale,
alors qu'elle n'est que partiellement visible en Europe centrale. Suivons ici la trajectoire de l'ombre pure de l'éclipse de 2006. Si l'on abaisse une perpendiculaire vers la Terre, on peut s'attendre à ce que la trajectoire du noyau terrestre passe par ici. Comme on peut le constater, l'intersection de ces deux lignes se fait dans l'est du bassin méditerranéen. C'est là qu'il faut s'attendre à une activité sismique. Dès le lendemain, on enregistre à Chypre un raz-de-marée d'amplitude moyenne. L'épicentre se situe non loin du noyau d'ombre. 2 jours après l'éclipse, c'est un deuxième raz-de-marée de magnitude moyenne qui a lieu du côté de la Crète, juste au bord de la zone d'ombre pure. Le même jour, de graves mouvements sismiques secouent l'ouest de l'Iran. On dénombrera au moins 70 morts et plus de 1000 blessés. 5 jours après l'éclipse, c'est toute une série de raz-de-marée qui commence au large de l'île grecque de Zakynthos. Durant au moins 2 semaines, les habitants de l'île ne connaîtront pas le repos. Même dans cette région où les tremblements de terre sont monnaie courante, la chose est inhabituelle. Les séismologues parlent d'un phénomène, mais n'établissent pas de rapport avec l'éclipse. Tout cela ne serait-il qu'un hasard? Le professeur Jacob sait bien qu'en matière de tremblements de terre, les prévisions sont extrêmement difficiles. D'autant que selon l'endroit où se pose le noyau d'ombre d'une éclipse solaire, la composition de l'écorce terrestre varie. J'imagine tout à fait que des interactions énergétiques aient lieu au sein de l'écorce terrestre, et que soit ces interactions augmentent d'amplitude et s'accroissent, soit elles se compensent et décroissent. En tout cas, je considère qu'il est urgent que la science se penche sérieusement sur le phénomène de l'éclipse de soleil, en relation avec les tremblements de terre et les raz-de-marée. En 2006, l'activité solaire a été plus faible qu'en 1999, ce qui pourrait expliquer la différence d'intensité des tremblements de terre. Si l'on admet que la Terre s'accroît sous l'effet des neutrinos, il faut s'attendre à ce que cette croissance soit irrégulière, puisque le rayonnement cosmique varie. Le Soleil aussi prend du volume. D'après les astrophysiciens, d'ici quelques milliards d'années, quand le carburant nécessaire à la fusion nucléaire sera consommé, il sera un géant rouge. Le professeur Mile admet lui aussi que le Soleil grandit. Mais selon lui, s'il grandit, c'est pour la même raison que la Terre, l'effet du rayonnement cosmique des neutrinos. L'astre solaire n'envoie pas seulement de la lumière et des neutrinos vers la Terre, mais aussi un large spectre de particules chargées. Selon l'activité du Soleil, ce vent solaire augmente ou perd de sa puissance. Or, la trajectoire terrestre traverse ce vent de part en part. C'est le champ magnétique terrestre qui nous protège du rayonnement solaire. Cela fait des années que notre bouclier protecteur semble perdre de sa puissance. Encore quelques milliers d'années, et le champ magnétique terrestre approchera de zéro. C'est alors que la polarité s'inversera. Aujourd'hui déjà, on peut observer sur la Terre des taches vacillantes, qui sont des anomalies de champ magnétique. On risque de se retrouver bientôt avec un champ magnétique chaotique à plusieurs pôles. En fin de compte, les pôles nord et sud changeront de place. D'après les théories actuelles, la Terre a connu sa dernière inversion polaire il y a 700 000 ans. Mais cela pourrait aussi se produire beaucoup plus tôt. Retour dans les Abruzzes, très loin dans les profondeurs de la Terre. Dans une halle souterraine du laboratoire du Gran Sasso, se dresse un appareil gigantesque. On l'appelle télescope à neutrinos. Avec ses 1000 tonnes de liquide de détection, il attend un événement cosmique. Il doit mesurer le flux de neutrinos qui traverse la Terre après l'explosion d'une supernova. Une explosion stellaire d'une intensité lumineuse gigantesque, telle qu'il n'en survient que tous les 100 ou 200 ans dans notre Voie lactée. Le professeur Mile considère comme possible qu'une violente pluie de neutrinos issue d'une supernova ait entraîné l'expansion terrestre. Et il craint que le rayonnement des neutrinos n'influence l'inversion polaire de la Terre.
Si l'augmentation du rayonnement de neutrinos entraîne une augmentation de l'activité solaire, alors les champs électriques et magnétiques sur Terre vont augmenter aussi. Sur Terre, le tapis de taches magnétiques va disparaître. Tous les pôles magnétiques, tels des aimants droits, vont brusquement s'aligner dans le champ magnétique externe. Quand, après une inversion polaire, les pôles sud et nord auront changé de place, il se produira la même chose que si l'on fait faire à une boussole un tournant de 180 degrés. L'aiguille magnétique se réaligne dans le champ externe. C'est exactement ce qui pourrait se passer avec la Terre. Si le professeur Mile a raison, et si la Terre bascule, les masses d'eau des océans vont se mettre en mouvement et déborder. La plupart des religions possèdent le même mot pour désigner le tsunami, le déluge. Werdau, en Saxe. Retrouvons Klaus Vogel, le fabricant de globes. À plus de 80 ans, cet ingénieur des travaux publics n'a pas froid aux yeux. Il a assisté à la chute de la RDA, puis ressuscité l'ancienne entreprise familiale, jadis nationalisée. Klaus Vogel a réuni une collection de globes unique au monde, qui met en évidence l'expansion terrestre. Il se démène sans relâche pour les présenter au public. Comme ici, dans un lycée de Werdau. Du temps de la RDA, les spécialistes en géosciences toléraient encore Klaus Vogel et l'invitaient à des conférences. Mais les temps ont changé. La théorie de l'expansion de la Terre a disparu de presque tous les manuels et encyclopédies. Aussi, Klaus Vogel est-il particulièrement heureux lorsque des jeunes s'intéressent à ces globes à géométrie variable. Pour paraphraser Shakespeare, disons qu'il y a plus de choses sur la terre et dans le ciel que n'en rêve notre philosophie. Mais Klaus Vogel emmène plus loin la célèbre citation de Shakespeare. Nos connaissances non plus ne nous permettent pas de savoir avec certitude ce qui se déroule à l'intérieur de notre planète. Alors, pourquoi la théorie d'une Terre en expansion serait-elle passée sous silence ?